Bonjour, moi je suis Laetitia. Je suis française et j'habite aux États-Unis depuis 4 ans. Je suis venue avec ma famille, donc j'ai 2 filles qui étudient complètement en anglais et je suis professeure de français à l'Alliance française de Détroit. Bonjour Laetitia, et moi je suis Anna Jachi, moi je suis coach en éducation bilingue et biculturelle. Oui. Alors donc, tu es coach en éducation bilingue et biculturelle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, ça veut dire que je travaille avec des familles qui vivent à l'étranger et qui ont du mal à transmettre les langues maternelles à leurs enfants. Parce qu'en fait, il y a une idée reçue comme quoi le bilinguisme, ça s'est fait tout naturellement. C'est-à-dire, on parle à notre enfant dans notre langue, et notre enfant va nous répondre dans cette langue. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça quand il y a plusieurs langues. Parce que notre langue minoritaire, donc pour toi, c'est le français, pour moi, c'est le polonais, parce que j'ai vu en France, cette langue, elle dominait en fait par la langue majoritaire du pays, donc la langue officielle. Et en général, quand les enfants sont petits, et comme ils n'ont pas grandi dans un autre pays, dans un autre pays, ils ont du mal à parler la langue minoritaire, hein, parce qu'en fait, les contacts avec la langue majoritaire est beaucoup plus important. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'aide les parents à garder un certain équilibre pour que les enfants puissent avoir assez d'apport dans la langue minoritaire et de faire en sorte que les enfants répondent aux parents dans la langue minoritaire, donc la langue maternelle du parent. Et comme j'ai dit, quand je vis en France, et donc je travaille aussi bien avec des Français qui vivent à l'étranger qu'avec des Polonais qui vivent à l'étranger et des personnes d'origine étrangère qui vivent en France. Voilà. D'accord. Et donc, toi, tu vis en France depuis longtemps, mais tu es née en Pologne, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai vécu toute mon enfance là-bas et je suis arrivée ici pour mes études. Ce qui veut dire que j'ai passé plus de moitié de ma vie en France. Donc j'ai aussi cette double culture, hein. Donc j'ai ma culture polonaise et ma culture française, hein. Et en fait, c'est ça ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Donc la double culture, hein, avec un focus peut-être plus particulier, plus fort, hein, sur notre culture, hein, parce que c'est la nôtre, hein. Et j'ai toujours été très attachée à la culture, à ma culture, hein, à la culture dans laquelle j'ai grandi, parce qu'en quelque sorte, elle m'a formée. Donc, elle a formé ma sensibilité, mon identité, et c'est cette identité que j'ai besoin de partager avec mon fils, hein. Et c'est le cas aussi d'une grande partie des parents qui sont bilingues ou multilingues, hein. Et donc, quand je disais, je suis coach en éducation bilingue, mais aussi biculturelle parce que cette notion de culture est pour moi essentielle. Parce que la langue, c'est une sorte d'accès à la culture, hein. Et notre richesse, la vraie richesse, en fait, l'objectif final pour moi, c'est la culture, hein. C'est pour ça qu'il y a l'éducation bilingue et biculturelle. Mais comment on devient coach en éducation bilingue? Ça m'intrigue. C'est une sacrée question. Parce qu'en fait, c'est pas un métier qui existe comme ça. Voilà, on fait des études pour devenir coach en éducation bilingue. On peut être linguiste, mais ça, c'est plus théorique. Et le coach, il est plus dans la pratique. Nous, on est dans l'accompagnement. Donc, on soutient quelqu'un dans sa pratique. On l'aide à ressortir son potentiel ou le potentiel de la situation. Donc, ce qui compte surtout, c'est l'expérience. Donc, juste pour faire peut-être un petit point sur mes études, moi, j'ai fait des études en sciences sociales avec des pratiques des migrants, des multiculturalismes, d'intégration, interculturalité. Et ensuite, j'ai un certificat aussi en psychologie de l'enfant. Et pendant 10 ans, je travaillais en tant que salariée. Je me suis spécialisée en création de supports pédagogiques pour les enfants. Donc, avec des jeux, des exercices ludopédagogiques pour influencer le comportement des enfants. Et ensuite, en tant que mère, donc, j'ai créé une méthode parce qu'en fait, mon fils, donc, il est élevé dans une famille franco-polonaise. Donc, à la maison, on parle français. Et donc, moi, j'avais besoin de lui transmettre ma langue. J'avais besoin de faire en sorte qu'il me réponde dans cette langue. Donc, j'ai créé ma méthode que je testais sur mon fils en quelque sorte. Et ensuite, j'ai créé 2 sites internet, donc un site en polonais et un site en français, avec un guide vidéo qui explique ma méthode. Et donc, les gens qui ont commencé des parents en fait, à, à acheter mon guide, ils m'ont dit, bah, nous, on a besoin aussi de conseils un peu plus personnalisés. Et donc, j'ai commencé à donner des consultations en ligne. Et donc là aussi, on m'a dit, mais une consultation, en général, ça suffit pas.
Parce que les problèmes qu'on a, c'est des problèmes qu'on ne peut pas résoudre comme ça en une journée. Et donc là, je proposais une sorte de programme d'accompagnement pour aider les parents à créer un changement dans le comportement des enfants à long terme. Donc ça, je pense que je vais en parler plus tard. Et donc, en 4 ans, parce que j'ai commencé il y a 4 ans et demi à peu près, j'ai aidé près de 200 familles dans 26 pays avec 24 langues différentes. Oh. Ça fait beaucoup, hein. Et donc, tu travailles avec des familles de différentes origines et parlant vraiment différentes langues. Oui, oui, en fait, comme je disais, il y a plus de 20 langues, mais à chaque fois, moi, j'ai besoin qu'il y ait soit la langue française, soit la langue polonaise. Parce que ce qui est important pour moi, c'est lien avec la culture, hein. Et donc, la langue, pour moi, elle doit être ancrée dans la culture. Et moi, je connais le mieux ces deux cultures, hein. Donc, on se réfère toujours à la culture. Et je ne pourrais pas le faire dans une autre langue où je ne connais pas la culture qui n'est pas, en fait, qui n'est pas ma culture, hein, parce que moi, j'ai des cultures françaises et polonaises. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a une diversité de langues et de cultures, il y a quand même des situations qui se répètent. C'est-à-dire, hein, les parents rencontrent souvent le même type de problème. Donc, il y a, on peut dire, 4 situations qui sont les plus fréquentes. Donc, c'est quand l'enfant, il ne connaît pas encore la langue du parent, parce que, par exemple, le parent, il n'a pas commencé à lui transmettre sa langue parce qu'il a eu des conseils comme quoi il vaut mieux que d'abord l'enfant apprenne sa langue majoritaire, hein, parce que s'il y a deux langues, ça va faire une confusion. Ou par exemple, le parent, ça fait longtemps qu'il vit dans un autre pays et il n'est plus tellement à l'aise avec sa langue maternelle. Donc ça, c'est la première situation. Après, il y a une situation où l'enfant comprend moins de 50% de la langue, ce qui veut dire que le parent ne peut pas juste lui parler dans sa langue maternelle, donc la langue minoritaire de l'enfant, parce que l'enfant, il ne va pas comprendre. Donc là aussi, il a besoin de soutien. Ou sinon, il y a des situations où l'enfant développe le bilinguisme réceptif, c'est-à-dire il comprend la langue, mais il ne la parle pas. Donc, le parent lui parle, par exemple, en français, et l'enfant répond en anglais. Voilà. Et après, il y a des situations où l'enfant mélange les langues, il a besoin de perfectionner, mais il parle un peu. Donc, ça, c'est les 4 situations qu'on rencontre le plus souvent. Et même si tout ça c'est universel, il y a quand même une petite différence entre les langues. Et en fait, c'est lié au statut de la langue. C'est-à-dire, il y a des langues qui sont plus valorisées socialement et économiquement, et d'autres qui sont un peu moins valorisées. Et donc, ça impacte beaucoup la façon de penser du parent, donc le mindset. Et donc, moi, je les vois souvent avec des familles polonaises et françaises où il arrive que le parent polonais ne souhaite pas transmettre la langue au début parce qu'il pense que ça ne sert à rien. Ce n'est pas une langue qui est valorisée, par exemple, sur le marché du travail. Et tandis que chez les Français, c'est très rare, hein. En général, les Français, les parents français, ils veulent tout de suite transmettre la langue parce qu'ils sont fiers d'être français. Ils savent qu'il y a une culture qui est très riche. Et donc, l'attitude est différente. Et donc, le comportement est différent aussi. Donc voilà. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y a des langues qui sont plus importantes ou d'autres. C'est juste la façon de les voir, en fait, par la société. Oui. Tous les profils que tu as décrits, je les retrouve dans mes classes d'élèves. Ouais. Et c'est Et quoi les profils les plus souvent, les plus fréquents que tu rencontres? alors, actuellement, je vais avoir donc des élèves qui, un des deux parents est français, l'enfant comprend, Mhm. mais n'arrive pas à parler en français. Oui. Ça, c'est aussi, je pense aussi, trait à la personnalité de l'enfant qui va être un peu introverti et va pas se Mhm. faire confiance pour s'exprimer dans les langues dites minoritaires. Euh, et puis, j'ai aussi quelques cas d'études d'élèves qui vont, par exemple, euh, les parents, comme tu le disais, maîtrisent la langue française, mais c'est pas forcément la langue qui va être parlée à la maison. Bon, pour différentes raisons, mais il y a un moment où les parents ils se disent ah mais quand même on a le français, faut qu'on transmette ça à leurs enfants, mais le simple fait de eux parler à leurs enfants, ça suffit pas parce que la langue majoritaire est tellement ancrée à l'intérieur du cercle familial, mais aussi évidemment à l'extérieur,
eux, ils ont besoin d'un soutien extérieur pour appuyer l'utilisation de la langue ou comment dire, la mettre en route Mm. euh, Ouais. à la maison. Et, euh, et oui, ça, c'est vrai que c'est complètement les profils que tu décris et ce côté fierté aussi. De, de se dire je veux transmettre la langue française à mes enfants, je le ressens très fortement chez et chez les enfants non issus d'une culture francophone et chez les enfants issus d'une culture francophone. Mm. Ouais. Oui. Oui, et donc en fait, il y a deux types de soutien. Donc, il y a les écoles de langue, par exemple les écoles du samedi ou l'Alliance française ou des petites associations culturelles. Et puis, par contre, ça, c'est le travail avec l'enfant. Donc, c'est les enfants qui vont pour apprendre ou pour perfectionner la langue. Et moi, ce que j'ai fait le soutien aux parents. Parce qu'en fait, comme c'est les parents quand même qui passent plus de temps avec l'enfant, donc c'est les parents qui transmettent la langue au quotidien. En plus, on dit transmettre et pas apprendre ou pas Mm. enseigner, parce que nous, on n'est pas des enseignants, on est des parents. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner des billes aux parents pour qu'ils sachent comment faire à la maison dans le quotidien. Parce que parfois, il faut pas, on n'a pas besoin de faire plus, mais il faut faire peut-être un tout petit peu différemment pour que ça fonctionne. Donc, en fait, le mieux, c'est comme il y a le soutien de deux côtés. Il y a l'école et puis il y a les parents. S'il a besoin de soutien, il peut être accompagné pour ce qu'il fait avec son enfant en rapport avec la langue soit plus efficace. Oui. Euh, ce que tu dis, c'est tout à fait exact. Moi, je sens bien qu'il y a des parents qui voudraient mettre le français et qui n'y arrivent pas. Effectivement, ils essayent des choses et puis ça marche pas. Donc, comme c'est un petit peu ce que disent les manuels, bah, ils sont un peu démunis. Et effectivement, c'est euh, intéressant. Et donc, du coup, alors, en quoi consiste le programme d'accompagnement que tu proposes? Alors, en fait, je propose trois types de soutien. Donc, les Mhm, premiers soutiens, c'est les guides d'éducation bilingue. En fait, c'est une sorte de guide vidéo mhm, dans une boîte à outils pour travailler en autonomie. Donc là, il y a un peu de théorie, il y a beaucoup de pratique, il y a des principes, il y a des différentes stratégies que j'ai décrites en fonction de la situation. Je propose des activités, comment développer la langue à la maison et en dehors de la maison, quelle méthode choisir en fonction de la situation, comment se comporter dans certaines situations, comment réagir au comportement linguistique de l'enfant, donc quelles activités mettre en place pour atteindre quel objectif, ce qu'il faut faire, ce que je considère ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, comment enrichir le vocabulaire de l'enfant. Il y a aussi des jeux pour inciter les enfants à parler. Et puis, il y a des interviews avec des familles bilingues que j'ai interrogées quand j'ai créé ma méthode. Donc, ça, c'est le premier type de soutien. Et le deuxième type de soutien, c'est des consultations en ligne. Donc, en fait, c'est des consultations un peu comme avec je sais pas, un psychologue ou un coach ou voilà, mhm. pour résoudre des situations spécifiques qui ne demandent pas de travail à moyen terme. Mais voilà, il y a un problème concret, on ne sait pas comment faire, on voudrait avoir du conseil, et donc, hop, Mhm. il y a une consultation en ligne. Et là, le troisième type de soutien, c'est les programmes d'accompagnement. Donc, c'est un programme individuel en ligne. Et c'est, en fait, c'est un accompagnement, un soutien le plus complet. Et il l'utilise surtout quand je disais, la première situation, quand l'enfant ne connaît pas encore la langue de son parent, ou il ne la connaît pas suffisamment, ou quand il développe aussi le bilinguisme réceptif, donc il comprend, mais il ne parle pas la langue, ou le parent veut juste voilà, surveiller le développement de la langue et il a besoin d'un peu plus de ressources. D'accord. Donc, alors, ce programme, du coup, il consiste en quoi exactement? Donc, il y a les guides, donc c'est une sorte de boîte à outils. Et puis, il y a 4 sessions, donc on se voit tous les 2 mois, selon le rythme du parent et les besoins, parce que parfois les parents, ils ont besoin de se voir plus souvent ou moins souvent. Et donc, à chaque fois, on analyse la situation, des difficultés, des progrès, et moi, je propose des activités à mettre en place. Donc, je crée environ une centaine d'activités. Donc, c'est des jeux ou des discussions ou des comportements à adopter et qui sont adaptés en fait au profil linguistique de l'enfant, à sa personnalité et à sa situation familiale.
j'ai défini 6 profils linguistiques. Et donc, les activités que je propose, c'est des petites activités. En fait, ça ne veut pas dire qu'on s'assoit tous les jours à 17h et on fait je sais pas, du français, du polonais ou de l'allemand. Non. C'est plus de réactions. C'est des petits jeux qui peuvent durer un quart d'heure, mais qu'on peut mettre en place aussi dans une voiture, quand on va dans la voiture, quand on fait une balade, ou on va quelque part, ou pendant les repas. Et donc, les activités que je propose se concentrent en fait sur 3 domaines. Donc, il y a la langue. Donc, la langue, c'est comment réagir comme l'enfant ne répond pas dans notre langue. Ou comment faire pour enrichir son vocabulaire. Ou comment parfois dédramatiser comme l'enfant il est bloqué. Donc, ça, c'est la langue. Ensuite, il y a des activités qui sont liées à la culture. Pourquoi? Parce que pour la culture, c'est un contexte. En fait, c'est le contexte de la langue et donc qui lui donne du sens. Et parce que nous, on ne transmet pas à nos enfants notre langue, voilà, juste comme une langue étrangère, hein, mais comme vraiment notre langue qui ouvre l'accès à la culture. Et comme les enfants, ils sont très curieux, on peut trouver dans notre culture des choses qui sont importantes pour nous et qui peuvent intéresser notre enfant et qui vont faire que grâce à la culture, hein, l'enfant va s'intéresser à la langue. Donc, comme je dis, la culture, hein, c'est pas forcément la culture haute, style la littérature ou l'art. Non, ça peut être aussi la gastronomie ou, je sais pas, des légendes ou le folklore ou quelque chose qui est lié à notre culture et que nous, on apprécie. Et le troisième élément, donc la langue, la culture et les émotions. Donc, comme je disais, la langue, elle n'est pas neutre. Et donc, on essaie de créer un lien émotionnel avec la langue et aussi avec la culture. Et de cette façon, on enrichit la relation que nous, on a avec notre enfant. Donc, et comme les enfants, ils sont pas finis psychologiquement, on peut les influencer. Je ne dis pas qu'il faut manipuler les enfants, non, mais en même temps, l'éducation, c'est un peu ça. On essaye de leur transmettre nos valeurs et faire en sorte qu'ils se comportent un peu comme nous, on le souhaite, parce qu'on on a des lignes de conduite. Mhm. Donc, c'est pareil, on essaye d'influencer nos enfants pour qu'ils s'attachent à notre langue. Et tout ça, c'est pour trouver du sens, en fait. Parce que on sait bien que nos enfants, ils n'ont pas besoin de notre langue pour communiquer avec nous. Parce qu'il y a la langue majoritaire et nous, on la maîtrise. Et donc, il faut trouver quelque chose qui va les intéresser, qui va faire qu'ils vont voir, ah, cette langue, elle peut m'être utile, ou elle est rigolote, ou elle me plaît, ou grâce à elle, je peux faire des choses. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent constituer ce sens. Donc, ça peut être un élément de la culture, ça peut être une relation avec quelqu'un d'autre de notre famille, par exemple, ou avec un enfant qui vit dans notre pays d'origine, ou ça peut être juste l'envie de communiquer ou l'envie de jouer avec la langue. Ou pour les enfants plus grands, ça peut être aussi un élément identitaire, parce qu'en fait, quand on commence à avoir 9, 10 ans, on se demande qui on est et pourquoi on est comme ça et pourquoi nos parents sont comme ça. Et donc, voilà, il faut voir à quoi l'enfant est sensible et tirer pour jouer sous ses leviers, Mhm. pour pour qu'il accepte cette langue comme la sienne. Et le dernier élément, c'est le plaisir. Parce qu'en fait, on va jamais, je ne préconise pas, qu'on oblige notre enfant à parler dans notre langue. Parce qu'en en fait, nous, on aime notre enfant parce que c'est notre enfant et pas parce qu'il fait quelque chose pour nous faire plaisir. Donc, on va jamais dire, hein, si tu me réponds pas en polonais, en français ou dans une autre langue, je te parle pas. Non, je t'aime parce que voilà, parce que t'es toi. Et donc, on va trouver d'autres éléments pour faire en sorte qu'il associe déjà le temps passé avec nous dans notre langue de façon agréable. Donc ça, Mhm. c'est important. Et puis voilà, comme je disais, il y a cette recherche de sens. Et donc, l'approche que je propose, donc, elle est vraiment individuelle, elle est adaptée à la situation, au contexte familial, à la connaissance de la langue et aussi à la personnalité de l'enfant. Parce que, comme tu disais, il y a des enfants qui sont plus introvertis et qui n'osent pas parler. Et il y a d'autres qui sont plus extravertis et qui font moins attention à la forme parce qu'ils ont besoin de communiquer. Et donc, on ne va pas proposer les mêmes activités à, à ce type de personnalités différentes parce qu'il y a des choses qui sont plus efficaces un des types et d'autres choses qui sont plus efficaces pour l'autre type. Voilà. Et donc, pour résumer,
Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on obtienne la coopération de l'enfant, mais il y a des méthodes pour le faire. Et puis, il y a les éléments de la culture, il y a de l'émotion. On implique en quelque sorte l'autre parent, même s'il n'a pas besoin d'apprendre notre langue, pour en faire une sorte de projet familial, pour que les deux Mhm. langues soient aussi importantes à la maison, même si, bien sûr, la langue majoritaire, elle est peut-être plus présente. Mais je compare ça un peu à deux parents. L'enfant aime ses deux parents, même s'il y en a un peut-être qui travaille plus et l'enfant les voit moins, mais c'est pas pour ça qu'il est moins important dans sa vie. Donc, c'est pareil avec les langues. Et pour finir avec mon programme d'accompagnement, je propose toujours un entretien offert en ligne pour le parent, en fait, pour répondre aux questions, pour voir quelle est la situation, pour voir si on peut travailler ensemble et s'il y a ce feeling, parce que c'est très Mhm. important si on travaille avec quelqu'un qui est coach ou qui est psychologue ou qui est médecin, pareil, il faut quand même qu'on puisse faire confiance. Donc, c'est important qu'on puisse parler avant et voir si ça peut fonctionner. Voilà. D'accord. Il y avait une question que je me posais, c'est par rapport à l'âge des enfants. Est-ce qu'il y a tu as enfin, est-ce qu'il y a un moment où c'est vraiment trop tard pour s'y mettre? Ouais, Ou, c'est une question importante. Oui, alors, on dit toujours, en fait, il vaut mieux commencer avant l'adolescence. C'est-à-dire d'accord. 10, 12 ans, c'est vraiment le dernier moment. Parce que Mhm. après, ça ne veut pas dire qu'après l'enfant, il ne peut pas apprendre sa deuxième langue, il ne peut pas la perfectionner, bien sûr, il le peut. Mais c'est ça peut-être plus avec les parents. Parce qu'à partir de 12 ans, l'enfant, il commence à passer beaucoup plus de temps avec ses copains qu'avec les parents. Il commence à avoir d'autres centres d'intérêt. Et puis, Mhm. il y a des moments où il veut plus se distinguer. Donc, il veut plus en fait, il veut pas se différencier. Il veut pas montrer, par exemple, à ses copains qu'il est différent parce qu'il a une deuxième langue. Et il est moins aussi ouvert à la langue. Donc, c'est Claude Ragege, un linguiste français, qui a défini, voilà, en fait, il n'y a pas d'âge limite, mais après 12 ans, c'est vraiment compliqué. Et dans les familles où il y a, je me posais aussi la question, où il y a donc une langue majoritaire qui est extérieure à la maison et au sein de la famille, il y a deux langues qui cohabitent, qui ne sont pas la langue du pays d'habitation. Oui, oui, ça arrive souvent. Et paradoxalement, c'est plus facile, en fait. Pourquoi c'est plus facile? Parce que déjà, la langue majoritaire, elle n'est pas à la maison. Donc, c'est clair, voilà. C'est pas comme chez nous, nous, on a le polonais et le français. Donc, Mhm. voilà, le français, il est aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Par contre, si on a deux langues, disons, on vit aux États-Unis et on a la langue, je sais pas, française et italienne. Donc, on parle français avec la maman et l'italien avec le papa. Et donc, il y a un certain équilibre, en fait. Et l'anglais reste à l'extérieur. Et il arrive souvent qu'il est beaucoup plus facile, en fait, pour l'enfant de bien maîtriser les trois langues grâce justement à cette distinction. Il sait exactement à quel moment, avec qui on parle, et ça crée des habitudes qui sont beaucoup plus faciles à maintenir. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que tu travailles déjà avec des écoles, des associations Oui, oui, je travaille aussi avec des écoles du samedi, par exemple, ou des associations culturelles qui proposent des activités pour les enfants ou pour les parents. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on me contacte. Et moi, je propose des webinaires ou des ateliers en ligne pour les parents avec des thèmes qu'on choisit ensemble. C'est surtout en fait pour donner quelques indications aux parents comment faire, hein, et puis pour les motiver. Parce que parfois, quand on n'arrive pas, on se sent très seul et on a besoin de, voilà, de se booster. Et donc, déjà, on reçoit plein d'astuces et puis de la motivation qui peut durer quelques semaines. Voilà. Et donc, l'année dernière, je fais une vingtaine de webinaires comme ça, aussi bien en français qu'en polonais. et en fait, autour de nous, on voit beaucoup de familles qui ont bah, une langue maternelle et qu'ils n'ont pas transmise à leurs enfants. Je vois mes voisins sont d'origine grecque et eux parlent un peu le grec, mais les enfants, eux, sont que en anglais. Et pourquoi le fait de transmettre la langue maternelle, c'est si important pour toi? Alors, déjà, on parle souvent des bénéfices intellectuels, émotionnels et sociaux. C'est souvent dans des revues scientifiques, par exemple, les enfants ou les parents ou les adultes qui sont bilingues, ils sont plus créatifs, ils ont une attention sélective,
plus importante, il y a une réflexion abstraite, ils sont plus ouverts, ils sont plus tolérants. Donc ça, c'est objectif, mais pour moi, en fait, ce qui est plus important, c'est tout ce que ça apporte sur les plans relationnels et personnels. C'est-à-dire, par exemple, la relation avec les parents. Comme je disais, la langue, elle n'est pas neutre. Donc, la relation avec nos enfants, elle est différente selon la langue qu'on utilise. Donc, si on parle dans la même langue et c'est notre langue maternelle, bah, ça c'est une relation. Si on parle dans la langue majoritaire, qui n'est pas notre langue maternelle, donc on la maîtrise un peu moins bien, la relation sera différente aussi. Et elle sera encore plus différente si chacun parle dans sa langue. Donc ça c'est le cas du bilinguisme réceptif. Par exemple, le parent parle à son enfant en français et l'enfant lui répond en anglais. Et donc, il y a Mhm. des parents qui me disent qu'il y a une sorte de filtre émotionnel qui, qui ressentent en fait comme ils ne communiquent pas dans la même langue. C'est comme s'il y avait des émotions qui ne passaient pas. Et pourquoi? Parce que dans notre parentalité, on se réfère à notre propre enfance et notre enfance a été vécue dans notre langue maternelle. Et donc, c'est ce lien avec la socialisation première. Et puis, il y a un autre aspect très important, c'est aussi l'autorité du parent. Euh, Selon des études, l'enfant, il respecte plus le parent, surtout dans des moments un peu critiques, un peu émotionnels, un peu quand il y a de la colère, par exemple. L'enfant, il respecte plus le parent quand il parle dans sa langue maternelle, donc la langue du parent, parce que c'est la langue que le parent maîtrise le mieux. Et donc, c'est là où il est le plus fort, on peut dire, hein. Il n'y a pas d'accent, il ne fait pas de faute. Et pour l'enfant, ce qui est important, c'est aussi bien sûr, le contenu, mais la forme aussi. Et par contre, si le parent lui parle dans la langue qu'il maîtrise un peu moins bien, ben, l'enfant, il peut se sentir ah, mais c'est moi, ce que je dis moi est légitime parce que moi, je le dis mieux, même si bien sûr, Mhm. c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que voilà, la langue influence la relation. Ensuite, la deuxième raison, c'est euh, il est difficile de partager notre identité culturelle avec notre enfant si l'enfant ne parle pas notre langue. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre. Comme je disais, il y a des émotions, mais il y a aussi des choses qui nous ont construites auxquelles l'enfant n'a pas d'accès, par exemple. Je ne sais pas, des livres ou des histoires ou des chansons ou même des jeux de mots ou des petites choses qui nous ont, des souvenirs. On ne peut pas tout traduire en fait. Donc, et cette identité culturelle, bah, on veut la transmettre à nos enfants parce qu'on est on est leurs parents. C'est comme ça qu'on élève nos enfants. Et en plus, il y a cet héritage culturel auquel l'enfant il a droit. Pareil comme la langue. L'enfant il a droit à notre langue parce qu'elle fait partie de ses racines. Et la troisième raison, c'est l'identité culturelle de l'enfant. Donc, l'enfant, comme je disais, il a besoin de ses racines, il a besoin de savoir d'où il vient. Et ses racines, c'est nous, ses parents, pour pouvoir se construire, pour, euh, pour se référer aux autres, pour se différencier en fait et pour savoir qui il est et où il veut aller. Donc, c'est pour ça que c'est très important. C'est complètement ça, je retrouve tout à fait des choses qu'on vit à la maison dans ce que tu dis. Donc, une dernière question un petit peu plus personnelle, mais alors, qu'est-ce que tu apprécies toi particulièrement dans ton métier? En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, en quelque sorte, je participe à des transformations positives qui ont lieu dans les familles avec lesquelles je travaille. Donc, ce sont des transformations par rapport à la langue, donc changement d'attitude chez l'enfant, par exemple, ou le changement de comportement, mais aussi par rapport à la relation parent-enfant. Parce que on peut pas dire que la relation est sa meilleure parce qu'elle soit dans une autre langue ou dans une autre langue. Non, elle soit différente. Mais si on partage la même langue, la relation, elle est plus riche et on peut l'approfondir aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis le fait que le parent puisse partager avec l'enfant son identité culturelle, ça fait aussi plus de complicité entre eux, plus de proximité affective. Et c'est très important, surtout avant l'adolescence pour créer ces liens qui va être fort après toute la vie. Et donc, pour moi, c'est très gratifiant en fait d'avoir des retours de parents, des récits de parents, parce que moi, je ne les vois pas directement. Moi, je ne travaille pas avec les enfants, je travaille avec les parents. Donc, ils me racontent. Et donc, j'ai accès à tout ça indirectement et ça me touche beaucoup. Donc, ça, c'est la première chose. Après, je pense aussi que c'est une sorte de privilège pour moi, parce que les parents, ils partagent souvent avec moi des expériences et ils s'ouvrent. Et parfois, c'est des émotions ou des expériences assez personnelles. Et donc, en même temps, pour moi,
c'est une responsabilité parce qu'il faut que je trouve une approche individuelle efficace. Donc, c'est aussi comme un puzzle. Comment faire avec cette situation, avec cet enfant, parce qu'elle est différente. Cette situation, c'est pas la même famille, l'enfant ne réagit pas de la même manière. Donc, pour moi, c'est un défi à chaque fois. Et puis, et puis la dernière chose, je pense que c'est aussi parce que c'est de l'apprentissage permanent sur les relations humaines, bien sûr indirectes, mais voilà, moi je vois la transformation entre la première session et la dernière session. Et c'est ça qui donne le sens à mon travail, parce que Mhm. j'accompagne le parent dans ce chemin. Et je pense qu'en quelque sorte, je contribue à ma manière, même si c'est tout petit en fait, à promouvoir nos cultures au sein des familles, que ce soit la culture française ou polonaise ou une autre. Et je pense que, en tout cas je crois, ou j'espère, que ça rend les enfants plus sensibles et plus ouverts, hein, et peut-être un peu meilleurs aussi dans ce monde globalisé. C'est Oui. important tout ça. Voilà. Oh oui, d'accord. Bon, bah, très bien. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'en aurai encore d'autres. Je pense que je suis pas la seule. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia, c'était un plaisir hein, de répondre à tes questions. Merci.